Bienvenue dans ce rendez-vous énergie au GEC. Merci d'être présent à l'heure. Je reconnais déjà quelques noms qui ont participé à d'autres rendez-vous énergie au GEC sur d'autres thèmes. Donc merci pour votre fidélité. Merci de nous faire confiance sur voilà, notre expertise sur ces différents sujets. Aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous énergie au GEC au sujet du décret Bax. Est-ce que vous pouvez déjà me confirmer que vous m'entendez bien par le biais du chat qui est sur la droite de votre écran? Pour être sûr que la technique est avec nous ce soir. Super, merci beaucoup Madame Rignot pour cette confirmation. On va attendre encore 1 minute, on va couper nos micros, soyez pas surpris pour attendre les quelques retardataires qui manquent avant de commencer pour parler du décret Bax. Merci à tous. Rebonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire à ceux qui viennent d'arriver depuis ma petite prise de parole il y a 2 minutes. Bienvenue dans ce rendez-vous Énergie au GEC sur le décret Bax. Merci à tous ceux qui se reconnectent à un rendez-vous Énergie au GEC après avoir participé à un webinaire sur un autre sujet, le photovoltaïque ou la géothermie. Aujourd'hui, c'est le deuxième rendez-vous Énergie au GEC sur le décret Bax. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je suis accompagné de Nathan Desblancs, qui est ingénieur au sein de Alterwatt, expert du sujet du décret Bax et qui est là pour vous partager son expertise et vous faire comprendre que le décret Bax est une opportunité pour vos écoles. Je suis pour ma part donc Rieux de Lavenne, responsable commercial de nos grands comptes et de nos partenaires. Rapidement, nous parcourrons ensemble durant ces 30 minutes de webinaire, vite fait, qui nous sommes. Puis Nathan vous reparlera du contexte pour comment on en arrive là, à ce décret Bax. Et puis, on entrera dans le vif du sujet avec voilà, qui est concerné par ce décret Bax, qu'est-ce qu'on doit installer, quels sont les critères à respecter, et puis comment, évidemment, passer à l'action. On vous présentera ainsi notre accompagnement. N'hésitez pas tout au long de la présentation à utiliser le chat par lequel certains ont déjà pu confirmer que vous m'entendiez bien, donc merci beaucoup. Voilà, pour poser vos questions et nous y reviendrons à la fin de la présentation pour que voilà, nous soyons sûrs d'avoir abordé tout ce qui vous intéresse au sujet du décret Bax. Alterwatt, rapidement, qui sommes-nous? Nous sommes donc une PME née de la conviction qu'une écologie intégrale est nécessaire et donc on aide nos clients à répondre à l'enjeu climatique en optimisant la consommation énergétique de leurs bâtiments. Et donc pour cela, on est articulé en 3 services distincts.
un service études voilà, dont Nathan fait partie aujourd'hui, où on accompagne avec différentes études, audit énergétique, études BAX, études de faisabilité sur le photovoltaïque, la géothermie, etc. On accompagne donc nos clients sur ces différents sujets. Un service travaux voilà, pour vous accompagner sur la réalisation de vos projets à la suite de différentes études. Et enfin, un service de financement pour vous aider à décrocher des aides qui existent pour réduire les coûts de ces projets souvent coûteux. Et maintenant, je laisse la parole à Nathan pour nous parler du contexte et ensuite du décret BAX. Bon webinaire à tous. Oui, bonjour tout le monde. Donc voilà, merci Rieux pour cette très bonne introduction. Très rapidement, voilà, parce qu'aujourd'hui on n'a pas non plus énormément de temps, on va poser le contexte qui nous mène du coup au décret BAX, qui est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Donc forcément, le contexte à la base, c'est le réchauffement climatique qui est du coup lié à l'activité humaine, et la solution pour limiter ce réchauffement climatique, assez évidente, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ce faire, du coup, aujourd'hui, étant donné qu'il y a beaucoup de gaz qui est utilisé, qui est responsable en grande partie de ces émissions, on peut réduire du coup la consommation d'énergie dans les bâtiments. Pour ce faire, du coup, il y a le décret tertiaire qui a été mis en place. Décret tertiaire que vous devez connaître, du coup, c'est un objectif de réduction de la consommation, du coup, qui est une consommation surfacique pour 2030, 2040 et 2050. Donc il y a des objectifs qui sont soit absolus, soit qui sont du coup relatifs en fonction de votre consommation de base de référence. Et du coup, un des leviers pour atteindre ces objectifs quantifiés du décret tertiaire, ça va être le décret BAX. Et le décret BAX, lui, du coup, c'est un objectif qui est non pas quantitatif, qui est vraiment voilà, sur juste le pilotage des systèmes qui consomment de l'énergie. Et le but principal, voilà, c'est d'éviter d'avoir du gaspillage dans la consommation d'énergie dans vos bâtiments. Donc le décret BAX, avant déjà de parler de ce que c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est qu'un BAX quand on parle de ça. Donc BAX, en fait, ça vient de l'anglais. En français, la traduction, ça donne SACB, donc on a gardé l'acronyme anglais, qui est du coup un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. Et donc du coup, ce système, il est défini dans ce décret, et il est défini comme comprenant tout ce qui va être les produits, les logiciels, et également tous les services qui sont du coup liés en fait au fonctionnement et à l'efficacité énergétique. Donc ça va prendre en fait en compte tout ce qui va être les commandes, tout ce qui va être l'analyse, tout ce qui va être la gestion. Et le but, voilà, c'est de comprendre que c'est un système à part entière, c'est pas juste des automates qui sont dans une chaufferie et qui fonctionnent tout seuls, qui savent tout comment gérer. C'est vraiment en fait un système qui est composé à la fois des produits et des humains. Donc du coup, le décret BAX, son objectif, c'est voilà, la mise en œuvre en fait, d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, donc d'un BAX, dans du coup les bâtiments qui vont être tertiaires. Et la finalité de tout ça, ça va être bien sûr d'atteindre les objectifs du décret tertiaire, parce que du coup, des économies d'énergie par la mise en place d'un tel système, ça va vous permettre du coup de vous rapprocher de vos objectifs de décret tertiaire. Du coup, qui est concerné par le décret BAX? Le décret BAX, ça concerne tous les bâtiments qui vont avoir un système de chauffage, de ventilation et de climatisation, donc ce qu'on appelle le CVC, qui va avoir une puissance supérieure à 70 kW. Donc 70 kW, c'est quelque chose qui vient assez rapidement quand même. C'est pas des puissances qui sont énormes. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que c'est équivalent à peu près à 1000 m². Souvent, c'est dimensionné de la sorte. À savoir que c'est assez différent du décret tertiaire, où le décret tertiaire, ils disent que c'est clairement pour les bâtiments qui font plus de 1000 m². Là, c'est pour les bâtiments qui ont un système, donc une chaudière typiquement, ou un ensemble de pompes à chaleur, ou une centrale de traitement d'air, qui va dépasser 70 kW. Du coup, rapidement, pour aller sur le calendrier, donc on a eu l'entrée en vigueur du décret qui était en 2020, et depuis, un peu de temps a passé, assez rapidement, je ne vous le cache pas, et on est déjà du coup passé 2025. Et 2025, la première échéance, ça concerne les bâtiments qui ont une puissance supérieure à 290 kW. Donc là, ça va être, si vous avez typiquement deux chaudières qui font 300 kW, ça fait une somme de 600 kW. Donc vous êtes déjà assujetti au décret BAX si vous êtes dans ce cas-là. Donc ça, bien sûr, pas de crainte. Il y a énormément de bâtiments aujourd'hui que nous on voit, qu'on audite, qui ne sont pas encore équipés. C'est pour ça qu'on est là, pour justement vous accompagner à faire voilà, les premiers pas avec ce webinaire, après avec des études et de l'installation.
Et donc du coup, ça c'est pour 2025, tous les bâtiments qui sont déjà concernés. Et après, on va avoir les bâtiments, du coup, comme on disait, qui font plus de 70 kW. Et cette échéance-là, du coup, c'est en 2027. Et du coup, le but, à la finalité, c'est en 2030, c'est les premières échéances donc, du décret tertiaire qui arrivent assez rapidement, qu'on voit qu'on a déjà passé 5 ans depuis 2020. Donc, rapidement, les critères BAC à respecter. Il faut savoir que du coup, que le décret BAC, c'est quelque chose qui tient en quelques lignes seulement. Et on va avoir retrouvé voilà, 9 critères, en fait. Officiellement, il y a vraiment 6 critères, mais nous, on aime bien en fait, distinguer certains critères en plusieurs sous-critères, parce que c'est un peu du bon sens de fonctionnement, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a déjà 3 critères qui vont être du coup ceux que vous voyez à l'écran, qui vont concerner donc l'installation d'une GTB d'un système. Donc là, ça va être très matériel. Ça va être vraiment l'installation d'un système voilà, qui va permettre de suivre, d'enregistrer, d'analyser en continu toutes les données de production et de consommation énergétique. Donc ça va être vraiment voilà, un pilotage énergétique où vous allez pouvoir enregistrer. Ça, c'est assez important aussi, cette notion d'enregistrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, voilà, vous avez forcément un minimum de régulation dans vos bâtiments, parce que sinon vous aurez juste pas chaud ou trop chaud. Et du coup, bah, souvent, il n'y a pas d'enregistrement. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. C'est un peu à la base de savoir combien vous avez consommé et pourquoi, et d'avoir voilà, un système qui permet, des automates qui permettent en fait de réguler votre chauffage pour qu'il fasse une température acceptable dans votre bâtiment. Ensuite, il y a deux critères que je vais passer assez rapidement, qui vont être l'interopérabilité et l'arrêt manuel. Ça, c'est plutôt des choses qui vont être propres un peu à la sécurité pour les manuels. Ça concerne juste le fait que si votre automate, par exemple, il tombe en panne, bah, votre système, votre chaudière ou votre système de climatisation, il va quand même continuer à fonctionner. Vous allez juste plus pouvoir piloter à distance, plus pouvoir avoir voilà, des remontées d'alarme et tout ça, mais l'équipement tel quel, il continue à fonctionner. Et l'interopérabilité, ça veut juste dire en fait que ils font un système qui puisse communiquer, en fait, parce que souvent il y avait des constructeurs qui étaient un petit peu boîte noire, qui évitaient en fait qui faisaient que leur équipement pouvait pas, si vous revenez dans 5 ans pour faire une modification, bah, c'était bloqué. Donc là, c'est juste s'assurer qu'en fait, voilà, le système va pouvoir être évolutif. Et après, on va retrouver du coup 6 critères qui vont être propres à l'utilisation en fait, d'une GTB. Une fois que vous avez installé votre système qu'on a vu juste avant, et là, ça va être plutôt vraiment, quand on parlait tout à l'heure de services d'ingénierie et d'analyse, en fait, ça va vraiment être ici. C'est-à-dire que ça va être voilà, ajuster en fait des scénarios. Ça, forcément, ça va devoir passer par un humain, parce que typiquement, ça va être vous qui allez dire, OK, bon, bah là, je vais savoir que typiquement, je vais avoir des jours fériés, ou je vais avoir des vacances, ou je vais avoir une occupation moindre sur telle partie du bâtiment. Donc, je peux me permettre de baisser un peu le chauffage sur cette période-là, ou d'augmenter un peu mes réduits. Et ça va être vraiment voilà, un peu de la prise de conscience de ce que vous pouvez faire une fois que vous avez installé une GTB. Et après, voilà, situer l'efficacité énergétique, ça va être un peu de la comparaison, vraiment ce qu'on nous aime bien appeler le suivi d'exploitation et l'énergie management, qui va être vraiment en fait interprété si en effet votre régulation là elle est efficace. Et après voilà, il va y avoir plusieurs choses qui vont être un peu plus de l'ordre de l'inspection, de la maintenance, du paramétrage et de la formation également des gestionnaires, parce que c'est vrai que le but c'est quand même que les personnes qui sont sur site aient quelque chose d'assez ergonomique à utiliser et que ça soit assez facile d'accès et qu'ils puissent le faire et que ça soit facile surtout. Parce que voilà, on a trop souvent vu en fait des systèmes, des GTB qui sont très mal installés, très mal exploités. Et en fait, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit assez efficace pour que vous puissiez l'utiliser et assez simple d'utilisation surtout. Pour que voilà, ça vous prenne pas la tête et que ce soit pas quelque chose une énième installation qui sert à rien, qui traîne sur un PC et que personne n'ouvre. Donc, quels sont les systèmes à raccorder à un BACS, du coup? Pour rappel, le BACS, c'est le système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. C'est tous les équipements que vous voyez affichés à l'écran, tout simplement. Ça, c'est ce que mentionne le décret BACS. Il parle du coup de la production renouvelable, la climatisation, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage et le chauffage. Donc, il y a 7 lots. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez important, qui est mentionné dans le décret BACS, c'est que doivent être raccordés les systèmes techniques que vous voyez à l'écran qui ont un temps de retour sur investissement maximal de 10 ans. Et ce qui fait qu'en fait, nous, ce qu'on observe très souvent dans nos études, c'est qu'en fait,
Si vous voulez, c'est un petit peu comme, la loi de Pareto qui, voilà, consiste en fait à faire, un maximum, de résultats avec un minimum d'efforts. Et en fait, aujourd'hui, dans les bâtiments, ce qu'on observe, c'est que 80 des dépenses énergétiques sont liées au chauffage. Et donc en fait, rien que par un contrôle du chauffage, vous pouvez déjà faire une réduction de votre consommation d'énergie qui est assez importante. Par rapport à même l'éclairage qui consomme beaucoup, ça va être un peu plus dur en fait d'aller chercher, voilà, des réductions ou sur la ventilation ou, sur l'eau chaude sanitaire. Et donc en fait, souvent, les lots qui sont rentables à raccorder avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, ça va être le chauffage. Et c'est pour ça que nous, on cible vraiment nos actions là-dessus. Et ce qu'on observe aussi souvent dans des typologies de bâtiments comme les vôtres, c'est qu'il y a souvent, il n'y a pas, voilà, de système de climatisation centralisé. Donc en fait, ça va être vraiment sur le chauffage. Pour le coup, tous les bâtiments sont équipés de chauffage, j'espère en tout cas. Et donc du coup, bah, c'est là-dessus qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut réaliser des économies grâce à un BAX dans un établissement scolaire? Il y a quelque chose qui est simple, ça va être, comme on disait tout à l'heure, supprimer le gaspillage. Parce que dans un établissement scolaire, a priori, il n'y a personne qui est là la nuit, il n'y a personne qui est là les week-ends, sauf si vous avez des internats, mais il y a toujours une partie du bâtiment où il va y avoir pas d'occupation. Donc du coup, pendant le moment où il n'y a pas d'occupation, ça va être possible en fait de réduire fortement le chauffage, de manière à ne pas chauffer un bâtiment à 20 degrés toute une nuit. Et on peut typiquement chauffer à 13 degrés une nuit, dès lors qu'on ne va pas en dessous s'il y a des problèmes d'humidité, tout ça, mais ça, c'est des choses à prendre en compte, bien évidemment. Mais on peut quand même baisser, aller grappiller quelques degrés qui sont précieux. Vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent qui est connu, c'est que 1 degré dans un bâtiment, si on baisse d'1 degré, ça fait 7% d'économie. Et donc, couper pendant toute une nuit et pendant les week-ends, je vous laisse faire les calculs, mais on peut directement faire beaucoup de pourcentage. Donc, du coup, il y a un peu une idée reçue qu'on entend, qui est qu'il ne faut pas couper trop le chauffage la nuit, car cela, ça va surconsommer le matin. Alors certes, on va avoir du coup une consommation parce qu'on va redémarrer le chauffage pendant 1 heure, où juste là, il faut remettre le bâtiment en température, où là, ça va surconsommer. Mais ça, c'est beaucoup, enfin, ça va pas surconsommer, ça va consommer. Mais cette consommation-là, pendant 1 heure, va être minime par rapport à toutes les économies qu'on va faire pendant la nuit. Donc ça, c'est une idée reçue qu'on entend malheureusement encore trop souvent et qui est quand même une des grosses sources en fait d'économie d'énergie à aller chercher, qui est vraiment voilà la régulation intermittente. Donc, en termes de régulation du chauffage, avant que la GTB et tous les systèmes, tous les BACS existent, on avait du coup ce genre de régulateur que vous devez très certainement avoir dans vos chaufferies. Donc c'est des choses qui étaient assez facilement posables en fait par des chauffagistes. C'est pour ça que ça a été très utilisé en fait, parce que voilà, c'est vous le branchez, ça va réguler à peu près votre chauffage. Mais après, il y avait vraiment, une fois que c'était fait, bah, votre chauffagiste, c'est pas son métier d'économiser votre consommation. Lui, son but, c'est que voilà, vous ayez chaud, il met ça, vous ayez chaud. Et donc du coup, bah, il n'y a pas souvent en fait de remise en question en fait des réglages qui sont effectués, de reparamétrage, de questionnement sur est-ce que c'est bien efficace. Et il fallait surtout aussi se déplacer dans le local pour aller voir, voilà, interpréter comment ça fonctionne, et ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, ni très simplifié. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des régulateurs qui sont du coup des choses qui sont un peu moins visuelles, je vous l'accorde, mais en fait qui permettent, voilà, qu'on appelle des automates, et qui en fait, une fois qu'ils sont programmés par du coup des intégrateurs, des organismes compétents là-dessus, bah, raccordés du coup à une supervision, où vous avez en fait, voilà, depuis votre PC, des données qui vont être beaucoup plus facilement exploitables sans avoir à se déplacer et qui peuvent être aussi voilà, accessibles à distance. En fait, le but, ça va être d'obtenir des vues comme ça. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vraiment visualiser en fait votre consommation d'énergie avec des courbes sur des journées, sur des nuits, avec un détail de temps horaire assez précis. Et observer également voilà, les répartitions de votre consommation sur différents postes. On parlait tout à l'heure de comptage. Et également, voilà, observer avec des sondes de température, est-ce que, bon, bah, parce que la finalité du chauffage, ça va être qu'il fasse bon dans les pièces, mais pas trop chaud non plus. Donc avec des sondes de température, vous pouvez voir, bon, bah, si dans cette pièce il fait 26 degrés, et que dans les autres pièces il fait quand même 23-24 degrés, a priori, on peut quand même baisser le chauffage. Donc ça va être ça en fait le but. Le but, c'est vraiment de poser en fait des automates qui vont permettre d'avoir une remontée d'informations centralisée sur vraiment une page de PC, comme c'est affiché ici, et d'avoir vraiment des informations claires et de pouvoir changer des emplois du temps, de dire bon bah demain c'est férié, même si on est vendredi et qu'il est censé avoir du monde, on coupe le chauffage. Et ça évite de chauffer toute une journée pour rien parce qu'il n'y aura personne. Donc ça voilà, c'est vraiment des exemples de choses qu'on va pouvoir retrouver. Et de vraiment l'objectif en fait de mettre en place une GTB aujourd'hui telle que le décrit le décret BAX.
Super, merci beaucoup Nathan pour cette présentation. Il y a beaucoup d'informations à donner en très peu de temps pour ne pas prendre trop de temps dans vos différents agendas. Alors maintenant, on va aborder le sujet comment passer à l'action. Il y a une phrase qu'on aime bien chez Alterwatt, c'est que avant de prendre le large, il faut définir un cap. Et donc c'est important pour ça avant de se lancer dans des projets importants comme le déploiement d'une GTB, d'un système BAX, de se poser pour bien comprendre son besoin. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on a décortiqué notre accompagnement en 4 phases pour un accompagnement global et qu'on va reparcourir en fait à travers un cas client d'une école qu'on a accompagnée. Et Nathan prendra en particulier un peu de temps pour parler de la phase 1 qui est la définition du besoin, donc qui est notre offre, ce qu'on appelle le DiagBax, qui est un acronyme pour le diagnostic BAX, pour venir anticiper quels sont les besoins. Et c'est cette étude qui va ensuite cadrer les phases suivantes pour déployer une GTB qui soit à votre pied. Donc ce cas client, c'est le cas d'une école en Île-de-France, d'un établissement scolaire, collège-lycée, qu'on a tout d'abord accompagné sur le décret tertiaire. Je vais passer assez rapidement sur ces slides, donc vous pourrez nous les demander à la fin du webinaire si vous souhaitez les reparcourir. Mais donc voilà, donc l'objectif décret tertiaire, on avait une première étape d'accompagnement de cette école. On a pu récupérer leurs données, choisir l'année de référence. J'espère que vous êtes tous aujourd'hui au courant de quel est votre objectif quel est votre objectif décret tertiaire pour 2030. Suite à cet accompagnement, ils ont eu l'occasion de participer à un webinaire DécretBax que nous organisions en novembre 2023. Donc, c'est similaire en contenu à ce webinaire auquel vous participez aujourd'hui. Où on redécortiquait le DécretBax et on montrait bien les opportunités que pouvait y avoir en termes d'économie d'énergie pour les écoles également. Suite à quoi on a pu avoir un échange pour leur chiffrer un devis d'accompagnement, et ce qui a mené à la réalisation d'un diagnostic BAX. Et je laisse Nathan détailler cette étude. Et voilà, donc comme le disait Rieux, ils ont réalisé ce DiagBax qui est la première phase en mars 2024. Donc le but en fait d'un DiagBax, c'est vraiment, nous on va venir sur site et c'est vraiment de faire un peu un scan en fait de votre bâtiment. C'est-à-dire vraiment on va passer dans tous les locaux techniques, observer quels sont les systèmes qui consomment de l'énergie. On va revoir vraiment la chaîne. Le but c'est de faire vraiment comprendre comment en fait de votre compteur jusqu'à votre émission de chaleur, jusqu'à votre utilisation de l'énergie, par où ça passe, par quels équipements ça passe, par quel système, comment c'est distribué, quel automate cherche quoi. Donc le but, voilà, c'est vraiment d'analyser tout ça, une fois qu'on a pris toutes les infos sur site. Et ensuite, du coup, on va étudier quelles sont les solutions qui vont être viables, quelles sont les solutions qui vont être rentables, quelles sont les solutions qui vont être efficaces, tout simplement, en termes de régulation, en termes de comptage. Voilà. Est-ce que cet équipement, très, très concrètement, est-ce que cette CTA, est-ce que ça a un intérêt vraiment de la contrôler, de la piloter? Est-ce qu'elle consomme? Est-ce qu'il faut compter sa consommation d'énergie? On va vraiment prendre en compte tout ça. Et le but après, c'est de vous proposer plusieurs scénarios. Donc on va voir, et généralement, on retrouve 4 scénarios qui vont être un premier scénario qui va être vraiment le minimum en termes de respect du décret BAX, purement réglementaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, on va avoir du coup des scénarios qui vont prendre en compte une performance de la régulation, une performance de l'efficacité énergétique plus élevée. Donc forcément, ça induit des coûts qui vont être un peu plus importants. Et après, ce qu'on vous propose, c'est un scénario qui, nous, on trouve le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est-à-dire que ça va être à la fois un investissement qui va être pas trop élevé et qui va permettre de cibler les meilleures actions qui vont permettre d'avoir les meilleurs résultats. Et souvent, c'est du coup le scénario qui a le meilleur temps de retour sur investissement. Là, vous pouvez voir des temps de retour sur investissement de 5 ans pour le scénario dans ce cas-là. Donc à la suite de ce DiagBax, ce client du coup est passé aux travaux. Donc après sur les travaux, voilà, c'est quand même une phase qui prend un peu plus de temps, où il faut un peu faire du cadrage avec les différentes entreprises qui vont participer. Donc tous les sous-traitants, mettre au point le planning, voir avec donc le client comment va se passer le chantier.
Et ensuite, du coup, on a pu commencer à faire les travaux d'installation en octobre 2024 avec la mise en place des robinets thermostatiques dans un premier temps. C'est vrai que nous, on aime bien faire les travaux pour des raisons pratiques pendant les vacances scolaires. Donc là, c'était sur les vacances de la Toussaint, ça évite de déranger trop de monde quand l'établissement il est occupé. Et donc ça, c'était les premiers travaux qui ont commencé à ce moment-là. Et ensuite, on a aussi commencé par la suite à faire l'installation donc, des automates et la mise en service de la GTB. Et aujourd'hui, du coup, on a livré cette GTB, juste là, il y a quelques semaines. Et le but maintenant, ça va être de former les gestionnaires. On a fait les tests, voilà, c'est toujours, ça prend un petit peu de temps d'installer tout ça. Et ensuite, à la suite de cette phase-là d'installation, il faut former les gestionnaires, comme on le disait, et leur apprendre vraiment à utiliser la solution qu'on a installée, dans le but, en fait, de pouvoir, comme on disait, sur les différents critères, situer l'efficacité énergétique, analyser et utiliser du coup la GTB installée pour faire des économies d'énergie. Donc, ce qu'on fait également en général, c'est qu'au début, nous, on accompagne les clients pendant 1 an pour vraiment s'assurer en fait qu'il y ait un bon suivi d'exploitation. Ça fait partie aussi de notre accompagnement pour vraiment lancer un petit peu la machine en fait de l'utilisation de la GTB et du pilotage efficace de l'énergie pour faire des réductions des consommations. Pardon. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Nathan pour le partage de tes connaissances. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de questions dans le chat. Vous étiez sûrement très attentifs. Donc, n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions. En attendant qu'il y en ait qui viennent de notre public. Nathan, je t'en pose une qui ressort régulièrement, qui est concernée par le décret Bax qui doit avancer entre le propriétaire et le locataire. Alors ça, du coup, pour le décret Bax, ça va être le propriétaire. C'est le propriétaire des systèmes qui a l'obligation, en fait, d'installer, du coup, un tel système de pilotage. Ce n'est pas au locataire, du coup, c'est pas au locataire des équipements, enfin des installations sur lesquelles il y a des équipements, c'est vraiment le propriétaire. Voilà, sauf dans le rare cas où un locataire arriverait dans un bâtiment, vraiment une coquille vide, et que ce serait lui qui ait installé les systèmes, et dans ce cas-là, ce serait lui le propriétaire des systèmes. Généralement, c'est plutôt au propriétaire d'avancer. En revanche, si vous êtes locataire, on vous invite à prendre contact avec votre propriétaire pour avancer sur ces sujets, vu que ce sera vous qui bénéficierez des économies d'énergie qui sont réalisées par la régulation de ces différents systèmes. Alors, quelqu'un est en train d'écrire. Oui, une bonne question. Merci beaucoup, Monsieur Debeau. Est-ce que le calcul de puissance se fait par bâtiment ou pour un site entier? Alors, ça se fait par bâtiment. Ça va être vraiment, si vous avez typiquement, imaginez sur votre école, si vous avez 2 bâtiments qui vont être distincts, vous allez vraiment voir en fait s'ils vont être distincts avec 2 chaufferies qui vont être complètement indépendantes. Ça va être chaque bâtiment qui va du coup être concerné, oui ou non. Donc on peut très bien avoir le cas où on va avoir un bâtiment avec une petite chaudière, typiquement une annexe, qui va faire 50 kW, qui sera donc pas assujetti. Mais si vous avez votre bâtiment principal qui fait, je sais pas, qui a une chaudière installée de 400 kW, vous allez du coup être quand même assujetti pour ce bâtiment au décret Bax. Et si vous avez le cas où vous avez 2 bâtiments, le même cas que l'exemple que je viens de donner, mais avec du coup un seul système de chauffage, le but c'est vraiment de réguler quand même tout le système de chauffage, parce que voilà, le but c'est vraiment, enfin si c'est le même chauffage, il faut quand même que ce soit piloté en entièreté. Et dans ce cas-là, on regarde la puissance du seul local qui existe, et s'il est supérieur à 70, vous êtes assujetti. Et une autre question de Madame Rignon, un établissement de 400 mètres carrés est-il soumis au décret Bax? Alors ça va dépendre du coup, comme on disait, vraiment non pas de votre surface, mais de la puissance de votre système de chauffage. Donc ça, du coup, ce que vous avez, si vous avez une chaudière, typiquement, ça va être écrit sur les plaques signalétiques. C'est des plaques en métal. On va retrouver des informations sur la marque, sur l'année de construction de votre chaudière. Souvent, là, il y a aussi une puissance, du coup, qui est en kilowatts, kW. Et là, du coup, si ça dépasse 70, vous allez être soumis. Et si c'est le cas d'un chauffage électrique, avec des radiateurs électriques, il faut faire la somme du nombre de radiateurs électriques, si c'est dans votre cas.
Donc ça va être typiquement si vous avez 40 radiateurs électriques de 2 kW, ça fait une somme de 80 et du coup, vous êtes au-delà des 70, donc vous allez dépasser, le seuil d'assujettissement. Voilà, donc il y a quelques calculs à faire. Si vous avez du mal à lire les plaques signalétiques que vous pouvez trouver dans vos chaufferies, mais que vous les trouvez quand même, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail pour qu'on puisse vous aider. Hop, je vous partage également, là il est 17h30, on va terminer ce webinaire. Je vous partage le lien de la page LinkedIn AlterWatt. N'hésitez pas à nous suivre, on partage beaucoup d'informations sur ces sujets d'efficacité énergétique, en particulier en ce moment sur le décret Bax. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Merci beaucoup pour votre attention. Madame Rignot, du coup, pour terminer votre question, si vous avez 8 radiateurs électriques, ça va dépendre donc de la puissance de chacun. Mais c'est très probable que non, parce que 8 radiateurs en général, ça suffit pas, à moins que ce soit vraiment des très gros radiateurs, mais en général, un radiateur, ça va se trouver plutôt aux alentours de 2 kW par radiateur. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt peut-être pour un autre rendez-vous Énergie au GEC. Merci beaucoup. Au revoir.